Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau journal de la rédaction de TV Fil 78. Le point sur l'actualité locale. Tout de suite, les titres de ce mardi 23 juin 2015. Les parents d'élèves de Trappes mobilisés contre la réorganisation des rythmes scolaires, la suppression de l'étude après l'école et la fin de la gratuité pose des problèmes. Le dernier conseil municipal a été agité lundi soir. Le département des Yvelines investit 5 millions d'euros par an pour les équipements sportifs. Le point avec Alexandre Joly, vice-président délégué au sport du conseil départemental, invité du journal. Et puis, deuxième volet de notre dossier consacré cette semaine à l'Europe. Ce soir, focus sur le service volontaire européen, le SVE. Paris se lance dans une nouvelle candidature pour les Jeux Olympiques en 2024. Ce midi, le premier projet a été dévoilé. Candidature à 6 milliards d'euros qui fait émettre des réserves à certains. La candidate au régional en Ile-de-France, Valérie Pécresse, pour les Républicains, souhaite d'abord une garantie quant au développement d'un réseau de transport. D'autres, comme Jean-Luc Mélenchon à l'extrême gauche, s'y opposent fermement en raison d'un coût jugé trop élevé. Quoi qu'il en soit, Saint-Quentin en Yvelines est associé au projet avec le vélodrome que vous avez aperçu, mais aussi le golf national. Deux sites qui vont donc accueillir potentiellement, qui peuvent accueillir des épreuves. Verdict pour la commission olympique en juillet 2017. Que pensez-vous de cette candidature de Paris pour 2024? C'est notre question du jour. La candidature, ça peut être une très bonne chose, économiquement. Maintenant, il faut que ce soit bien géré. On a connu des JO mal gérés et ça peut être dangereux. C'est bien pour Paris, je pense. Après, ça coûte de l'argent. Mais c'est bien aussi pour Saint-Denis. Ça va peut-être rapporter, je sais pas, du monde, des nouvelles infrastructures. C'est pas mal. Très bien, oui, bien sûr. Moi, je suis pas sportive, alors ça m'est égal. Hein. Mais bon, j'espère que nos impôts ils vont pas grimper en flèche. Très bonne chose. Maintenant, on a le temps encore. C'est un peu loin, mais je pense que c'est une bonne chose pour tout ce qui peut être dans le développement de la région parisienne et le reste autour. Je trouve ça très bien parce que pour la France, c'est quelque chose qui est bien, qui est positif et c'est très sympa. Ça peut donner du travail à certaines personnes, c'est positif. On quitte le monde olympique. Le conseil municipal de Trappes s'était hier soir et la séance a été plutôt mouvementée. Une trentaine de parents s'est déplacée en mairie pour protester contre la suppression de l'étude après l'école et la fin de la gratuité pour les activités périscolaires. Le conseil municipal a finalement adopté ces mesures pour la rentrée prochaine en septembre. Sur place, Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Tension au conseil municipal de Trappes. Hier soir, les parents d'élèves des écoles primaires de la ville sont venus en nombre pendant la séance. La raison, ils protestent contre la suppression de l'étude après l'école et la fin de la gratuité de la tranche horaire de 15h30 à 16h30 dès la rentrée prochaine. Selon les parents d'élèves, ces mesures vont une nouvelle fois pénaliser les enfants. À savoir qu'une suppression de l'étude pour des enfants qui restent aux activités jusqu'à 18h30, ça veut dire les devoirs après 18h30. Pour d'autres familles, ça veut dire que des familles qui n'ont pas forcément les bonnes méthodes ou les acquis pour aider leurs enfants dans leurs devoirs seront également pénalisées. Pendant la séance, le débat a été houleux entre les parents d'élèves et la municipalité. Le conseil municipal a finalement adopté les mesures à la majorité. Les parents ont donc décidé de quitter la salle en signe de protestation. Ils ont été rejoints une dizaine de minutes plus tard par les membres de l'opposition de Trappes Citoyens. Faire payer les parents le périscolaire et parallèlement dire qu'on ne fait plus d'études, c'est paradoxal parce qu'à quoi va servir cet argent? D'un côté, on va faire payer les parents et de l'autre côté, on leur enlève le peu qu'ils avaient. Et donc, je trouve que c'est paradoxal, c'est dommage pour les parents, surtout pour ceux qui ne peuvent pas payer, quoi. Justement, je suis concernée par cette décision. Mes enfants restent de 15h30 jusqu'à 18h30. Et donc, je vais devoir payer et puis je n'aurai pas l'étude. Voilà, c'est dommage. Finalement, ce seront les enfants de familles privilégiées qui pourront payer les activités qui seront proposées, sans être sûr de la qualité de ces activités d'ailleurs. Et les autres vont se retrouver dans la rue. On habite à Trappes. Il faut de l'ambition pour nos enfants, pour tous nos enfants. Et réaliser que ces enfants vont être dans la rue, moi, je trouve ça inadmissible. Ça se passe déjà dans 2 écoles de la ville. Et personne n'en entend parler. Alors on devrait faire l'étude et les enseignants, lorsqu'on leur demande de faire de l'accompagnement éducatif, ceux qui me remontent d'un conseil d'école, disent non, on peut pas parce que ça prolonge la journée de l'enfant. Et quand on fait 40 ou 50 minutes d'études, ça prolonge pas la journée de l'enfant. Ça prolonge pas la journée de l'enfant, mais enfin quand même. On est là pour arranger les parents, on est là pour arranger les adultes, on n'est pas là pour arranger les enfants. Moi je suis là pour les enfants.
La ville de Trappes compte 36 écoles primaires et élémentaires. La réforme des rythmes scolaires a été mise en place en septembre 2013. Nous partons pour Versailles où le centre hospitalier a inauguré hier les nouveaux locaux de son service de médecine nucléaire, salle aux normes et surtout technologie de pointe. La médecine nucléaire permet de diagnostiquer de nombreuses pathologies, notamment des cancers. Mélanie Poquet et William L. Coup de jeune pour le service de médecine nucléaire du centre hospitalier de Versailles. Depuis le mois de mai, les 3 médecins travaillent dans leurs nouveaux locaux avec du matériel de pointe, de gamma caméra et un TEP scan. Des appareils permettant un meilleur accueil des patients en diminuant notamment les délais d'attente pour une médecine particulière. Pour la médecine nucléaire, on étudie tous les organes, l'os, le cœur, le poumon, si vous voulez, en utilisant différents produits radioactifs. Pour la tomographie d'émission de positons, pour le moment, on étudie beaucoup la cancérologie, mais on peut faire de la neurologie dans la maladie d'Alzheimer, on peut rechercher des infections, on peut étudier les vascularites, etc., etc. Ces locaux s'intègrent dans le projet maternité, néonatologie, scintigraphie et réanimation pour un coût global de 48 millions d'euros, dont 9 sont apportés par l'Agence régionale de santé. Murs en béton plein, protection en plomb pour le personnel, zone froide, zone chaude, la réglementation est stricte. Le zonage est important parce que la zone froide, c'est la zone qui est accessible à n'importe qui, tout le public peut y accéder. Les zones réglementées, elles ne sont accessibles qu'au personnel qui est habilité, c'est-à-dire qui a eu la formation pour, qui a les moyens de radioprotection pour et qui a les appareils de dosimétrie pour suivre sa dosimétrie et qui est formé au poste de travail. Depuis plus d'un mois, le secteur TEP-Scan réalise 5 à 6 examens par jour. Le premier patient a été accueilli dans le service le 12 mai. Nous allons parler de sport, mais de politique également, un petit peu à présent, avec Alexandre Joly. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président délégué au sport au conseil départemental des Yvelines, maire de Houille également. Avant tout de même de parler de l'investissement sportif du département des Yvelines, un mot sur la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024 qui a été évoquée au début de ce journal. C'est officiel, donc depuis aujourd'hui. Vous y êtes favorable. Ça peut avoir une très bonne incidence sur le département des Yvelines, qui sera associé avec le Vélodrome et le Golf National. Je crois que vous avez souligné l'essentiel en ce qui concerne les infrastructures, mais le département va soutenir cette candidature, car je crois que c'est une bonne chose. Lorsqu'on voit ce qui a été fait, par exemple, même si on le regrette que Londres nous soit passé devant, quand on voit le résultat de Londres, on peut faire, je crois, des Jeux Olympiques sans être dans la demi-mesure, mais en développant tout ce qui est transport et qui profite après aux habitants. Et puis sur les infrastructures, si c'est à la fois économique et écologique comme promis, je crois qu'on a tout intérêt à soutenir donc il y aura le soutien du conseil départemental. Il y aura le soutien du conseil départemental. Le président Bédier est attaché parce que le sport a aussi des vertus non seulement pédagogiques, mais ça peut être aussi attractif pour un territoire. Vous êtes venu nous parler ce soir principalement de ce vote le 19 juin dernier au département. 5 millions d'euros par an pour les équipements sportifs. À quoi va servir cet argent dans les grandes lignes? On va rentrer un petit peu dans le détail après. Il y a trois orientations et l'ensemble représente plus de 8 millions d'euros quand on compte tout ce qui est promotion et aide, notamment parce qu'on travaille aussi sur la Ryder Cup. Vous avez parlé de golf. Alors là, vous parlez sur l'un des axes. Très rapidement, je peux dire, il y a sport avec les collectivités locales, donc c'est l'aide à l'investissement, c'est les 5 millions dont vous parlez. Il y a le sport association, l'aide aux associations, où ça représente quand même 1 200 000 000, et puis la promotion du sport et toutes les valeurs qu'il amène avec lui. Alors sur cette partie, effectivement, il y a 5 millions d'euros chaque année pendant la durée de cette mandature qui seront destinés au sport. Donc ça veut dire que malgré que ça ne soit pas une compétence obligatoire, le sport est considéré comme une valeur sûre, en tout cas nécessaire pour l'attractivité du territoire. Vous avez fait un choix différent du bassin de Saint-Quentin en Yvelines, par exemple, parce que l'agglomération à Saint-Quentin, c'est pas non plus une compétence obligatoire pour les agglomérations, a décidé de faire quelques économies, puisqu'il faut en faire malgré tout, en réduisant en tout cas les subventions pour la culture, pour le sport également, en demandant aux municipalités de remplir leur rôle, en tout cas de mettre la main à la poche. Vous faites un choix un petit peu différent. Aujourd'hui, pas d'économie sur le sport, vous faites des économies ailleurs. Et alors,
Bon, on a recentré quand même, j'allais dire, les besoins et on a eu une approche globale. Donc c'est la différence avec le plan précédent. Le plan précédent, sur 10 ans, c'était 60 millions d'euros dans les investissements. Vous voyez qu'à ce rythme-là, il y a une différence de 10 millions, mais qui est complètement été absorbée parce qu'on a fait à un moment donné un effort pour la réhabilitation ou la création de nouvelles piscines. Donc le plan piscine a été arrêté. Donc effectivement, on peut dire que l'effort s'est poursuivi. Mais quand je parlais tout à l'heure de globalité, c'est vrai qu'il y a un aspect attractif, hormis tout ce que l'on peut savoir du sport, de ses valeurs, de l'aide au club. Mais il y a aussi, j'allais dire, des valeurs et un attrait économique pour le territoire et en termes de développement. D'ailleurs, on a fait une étude, 128 communes sur 260 ont répondu. Donc c'est assez précis, où l'on a défini quels étaient les besoins des collectivités locales. Et donc c'est bien cette aide, et c'est bien vers ceux dont ont besoin les villes, c'est-à-dire la création dans des endroits où il manque de structures, alors qu'il y a un développement à la fois économique et un nombre d'habitants qui croît. Il y a la réhabilitation d'équipements anciens. Il y a des besoins sur les intercommunalités pour avoir, j'allais dire, des structures intercommunales. Donc c'est bien sur tous ces axes-là que l'on a travaillé et sur lesquels nos efforts vont se porter. Donc vous avez raison, on n'a pas baissé le pavillon en ce qui concerne le sport. Mais pour bénéficier de ces aides, les collectivités, les municipalités vont devoir soumettre des dossiers, présenter des projets. Comment ça va s'organiser, tout à fait. le déblocage de cet argent? Alors tout à fait. D'abord, on dématérialise au maximum. Donc il est possible de candidater là en septembre-octobre en ce qui concerne les collectivités locales pour les infrastructures et octobre-novembre en ce qui concerne les clubs et les associations pour les aides différentes sur le deuxième des 3 volets du triptyque que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc une première partie sera à partir de fin octobre une analyse administrative pour voir si ça correspond à l'état d'esprit de ce que veut véhiculer le département et son président Pierre Védier. Et puis ensuite il y a une deuxième partie alors la première partie administrative, c'est pour voir s'il y a tous les documents. La deuxième partie, pour voir effectivement quel est le fonds qui est donné et comment faire des priorités si on a. Mais là, c'est plus subjectif. Non, c'est pas subjectif. C'est les thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Le développement, le besoin. Il est bien évident que si un collège est à proximité et bénéficie, c'est un atout supplémentaire puisque là, ça fait partie des compétences obligatoires et à ce moment-là, la gratuité de l'équipement peut aussi servir, j'allais dire, au collège. Donc non, c'est sur des critères qui seront travaillés et annotés par, j'allais dire, le service des sports. Et après, la troisième partie, vers la fin de l'année, début de l'autre, qui est un jury dans lequel il y aura un représentant du président du conseil général, le vice-président délégué au collège, au scolaire, et le vice-président des sports, quelqu'un qui travaille pour le développement sur le département, donc pour la partie développement et globalité, et puis quelqu'un du service des sports. Il y a des besoins importants aujourd'hui en matière de sport, en matière d'infrastructure sur le département. Est-ce qu'il y a une homogénéité aussi des différents équipements et de l'accès au sport pour tous? Alors, il faut dire qu'on est assez bien équipé. Il y a quand même 2600 équipements qui sont recensés sur le 2600 clubs et 4000 équipements qui sont recensés sur le. Et répartis de manière homogène. Alors, il faut dire qu'il y a des développements qui se font de façon plus importante ou des projets plus importants, que ce soit dans la vallée de la Seine ou dans d'autres endroits, où une nouvelle population va arriver et il y aura besoin d'équipements. Donc, effectivement, on va combler là où il y a des faiblesses et en même temps là où il y a du développement. C'est pour ça que je vous disais, la nouveauté, c'est l'approche globale, c'est-à-dire quand on a des budgets, il faut effectivement des budgets qui sont plus contraints, il faut les utiliser de la meilleure des façons, c'est ce qui est fait. Le sport se porte bien dans les Yvelines. En termes de licenciés, c'est 380 000 licenciés, oui, vous l'avez souligné. C'est un bon chiffre. J'allais dire, Île-de-France, on est le premier département sportif. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on a tous les ans le Paris-Nice en cyclisme. On a la Ryder Cup, là, bientôt, j'allais dire, qui est quand même l'événement. Paris-Brest-Paris cet été aussi. Oui. Il y a effectivement l'Open de golf. Tout à fait. Il y a de grands événements. Tout à fait.
Et on a des belles infrastructures, vous l'avez dit. Alexandre Joly, vous restez en plateau encore quelques instants avec nous. Il est question à présent dans ce journal des incivilités dans le sport. C'est une préoccupation prise très au sérieux par 4 comités départementaux, ceux du basket, de hand, de foot et de rugby. Une journée de sensibilisation a été organisée au complexe Boniface, c'est à Elancourt. On va jouer en 3 contre 3 sur un demi-terrain. On va donner la balle. Donc quand vous marquez, on donne la balle à l'adversaire et pour repartir, on repartira du trait rouge qui est là-bas. Apprendre les règles d'un sport que l'on ne pratique pas d'ordinaire, un des objectifs de cette journée de sensibilisation orchestrée par 4 comités départementaux, handball, basket, football et rugby. Derrière ces ateliers, le but, faire donc découvrir à des jeunes d'autres pratiques sportives et surtout combattre les incivilités beaucoup plus nombreuses qu'on ne pourrait l'imaginer. Nous sommes dans du sport collectif et que nous avons pratiquement les mêmes problématiques que ce soit en salle ou sur le terrain par rapport à tout cet environnement. Agression verbale, agression physique, agression, racisme et ainsi de suite. Et de temps en temps, nous nous rendons compte que ces agressions qui, peut-être pour le grand public, passent inaperçues, pour nous sont très néfastes. L'auteur n'est jamais puni parce qu'on arrive à négocier. Et là, on voudrait arriver à un moment donné à réparer la faute de celui qui a été agressé. Sur tout ce qui est figure, en fait, c'est bon aussi. Dès qu'on engage une figure, on n'a plus le droit de toucher, on n'a plus le droit de défendre. D'accord ? Sinon, ça deviendra dangereux. Une journée destinée en priorité aux plus jeunes des sportifs et ce n'est pas un hasard. Nous constatons tous les jours, hélas, qu'il y a de plus en plus d'incivilité ou de violence au moins verbale, sinon physique, sur des matchs de jeunes, c'est-à-dire des matchs qui peuvent concerner des benjamins, des minimes, voire plus tôt, c'est-à-dire des poussins. Mais souvent, ça vient du public et en particulier, ça vient des parents. Donc nous pensons que si nous arrivons effectivement à endiguer cette progression des incivilités chez les matchs de jeunes, nous pensons que dans un deuxième temps, ces jeunes qui vont devenir adultes dans un deuxième temps véhiculeront des valeurs d'esprit sportif plutôt que des valeurs d'incivilité. Une démarche entamée par ces 4 comités départementaux depuis 2014 et qui pourrait l'année prochaine s'étendre à d'autres sports plus individuels. Dirigeants de clubs, éducateurs et entraîneurs ont également été invités à cette journée de prévention. Des modules de formation leur seront proposés, mais tous l'affirment, il n'y a pas de solution parfaite. Cette problématique des incivilités dans le sport, vous y êtes sensible également au conseil départemental ? C'est la 3e orientation, c'est-à-dire celle du développement et des valeurs. Et c'est la raison pour laquelle on a 47 comités départementaux que l'on aide. Parce que l'ambiguïté, c'est qu'au sport, pour certaines personnes, on n'échappe pas à l'environnement sociologique dans lequel on est. Mais en même temps, le sport, effectivement, à un moment, on a tendance à se relâcher. Je vais dire, les qualités, les défauts ont tendance à ressortir. Mais le sport aussi, lorsqu'on apprend à un enfant à aimer le sport, on apprend à respecter les agrès, on apprend à respecter ceux qui commencent à aimer, et donc je crois qu'il y a des valeurs éducatives très importantes avec le sport. Donc effectivement, je crois qu'ils ont, non seulement ils ont raison, mais le département va les aider. Merci Alexandre Joly, vice-président délégué au sport, conseiller départemental des Yvelines. Et puisque nous parlons du conseil départemental, cette polémique autour du souhait de Pierre Bédier, président de cette instance, de retrouver la tête de l'office HLM au Pivois, un office qu'il avait dirigé de 1994 à 2005. Des représentants des locataires s'y opposent. Ils évoquent la condamnation du principal intéressé en 2008 pour recel d'abus de biens sociaux, condamnation qui serait incompatible légalement avec son élection. Les représentants des locataires qui craignent surtout le démembrement de l'office HLM, nous y reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions. La suite du journal avec le deuxième volet de notre dossier consacré à l'Europe. Ce soir, il est question de ces missions de bénévolat en Europe, de l'apprentissage des langues, des missions développées dans le cadre du programme SVE, le service volontaire européen. Il existe plus de 160 organismes qui y participent en France. L'un d'entre eux est basé à Saint-Germain-en-Laye. Erasmus, un dispositif qui vous parle certainement, un programme de mobilité qui vous permet de partir en Europe, mais il en existe bien d'autres. Le SVE, Service volontaire européen par exemple, concerne le bénévolat. SVE, c'est un des programmes qui s'adresse à tout jeune, entre 17 et 30 ans, et qui est financé par l'Union européenne via le programme Erasmus+, Jeunesse et Sport. C'est un programme de mobilité qui permet à tout jeune de réaliser une mission de volontariat entre 2 mois et 12 mois. On conseille les jeunes d'effectuer un volontariat
plutôt entre 6 et 12 mois pour avoir véritablement une expérience dans un des 28 pays de l'Union européenne, mais également de pays partenaires, pays voisins qui participent à ce programme SVE. L'objectif premier de ce programme Service volontaire européen, c'est pour le jeune de se mettre à la disposition d'une association, d'une structure associative en Europe, dans une structure d'accueil, et ce jeune va pouvoir mettre à disposition ses compétences et en acquérir de nouvelles au contact de cette structure d'accueil dans le cadre d'un projet européen. Le programme a été reconduit dans le cadre de Erasmus+, la nouvelle programmation de la Commission européenne. Ce programme, il date de 1996, donc il y a un fort taux de réussite de la part des jeunes qui partent en mobilité dans le cadre du volontariat. Les associations qui sont principalement composées de bénévoles sont aussi des entités importante pour l'employabilité. Donc c'est très important que les bénévoles soient encouragés aussi par tous ces jeunes volontaires à progresser dans l'acquisition de compétences. Et je pense que tous ces jeunes volontaires apportent une dimension interculturelle au monde du travail. La Maison de l'Europe des Yvelines participe à la promotion de ce programme. Le volontaire, lui, est nourri, logé et assuré tout au long de sa mission. Margot, 26 ans, a eu l'opportunité de réaliser un SVE. J'ai effectué un service volontaire européen pendant 1 an en Espagne, à Barcelone. J'étais volontaire dans une association qui s'appelle la Fondation iWith.org. C'est une association qui en fait aide les ONG à développer leur communication sur Internet. C'est une période qui m'a apporté beaucoup de créativité, qui m'a donné confiance en moi aussi et surtout qui a été un vrai tremplin pour la suite en France. Quand je suis rentrée en France, j'ai trouvé un travail, j'ai pu utiliser les langues que j'avais apprises en Espagne, notamment l'espagnol. Ça m'a permis d'avoir une ouverture aussi sur l'Europe, de m'engager bénévolement pour des structures. Le service volontaire européen, en fait, juste renforcer ma volonté de travailler avec des personnes d'autres cultures, d'être plus mobile, de participer à des échanges en Europe ou à l'international. C'était vraiment une expérience enrichissante et que je recommande à tous les jeunes, ceux qui savent ce qu'ils veulent faire plus tard et ceux qui ont encore des doutes sur leur orientation. Pour les intéressés, des réunions d'information ont lieu tous les mois à la Maison de l'Europe des Yvelines. Prochaine séance le 24 juin. Nouveau volet consacré à l'Europe dans le journal de demain. Une compétition un peu particulière. Pour terminer à présent, ce week-end à Rambouillet, pour la 2e année, la commune accueillait une étape du championnat de France de voitures à pédales. Une compétition qui voit s'affronter une vingtaine de petits bolides à propulsion humaine donc. Un panier à fleurs, un crayon, un pingouin, la fusée de Tintin. Non, vous n'êtes pas devenu fou. Vous assistez à la 9e étape du championnat de France de voitures à pédales. Il y a un championnat, on a une note à la vitesse, une note à l'esthétique. Et le nec plus ultra, c'est d'avoir le combiné, c'est-à-dire vitesse et esthétique. C'est comme un vélo en fin de compte, mais allongé. Et à côté, on a un look, et donc on est noté sur la vitesse et sur le look. Et disons qu'au niveau du championnat, il y a à peu près 25 à 30 voitures qui se battent là actuellement. 3 heures de compétition où les concurrents s'affrontent par relais de 2 ou 3 et toute la logistique qui va avec. Stand aux couleurs de l'équipage et mécano à l'affût. On refait la voiture, la carrosserie tout l'hiver et après on roule l'été avec. Il y a l'entretien de la voiture, donc les pneus, tout ça, parce qu'on fait quand même quasiment 90 km par course. On a une moyenne de 30 km/h, donc les pneus ça use, la mécanique et tout. Organisée par l'association des commerçants et artisans de Rambouillet, cette 9e étape a vu l'équipe Lucky Luke dégainer la première. Dans un instant sur TV Fil, le 7-8 société thématique de ce mardi, le burn-out quand le travail nous fait craquer. Cette édition est terminée, je vous retrouve demain, mercredi, aux horaires habituels. Très belle soirée sur notre antenne.